Bolo Samba à tous, merci de me recevoir chez vous et d'être toujours avec nous dans le cadre de cette émission. Là où les idées se choquent et s'entrechoquent, aujourd'hui nous allons une fois de plus être sur ce plateau pour pouvoir parler d'un thème qui concerne les villageois, qui concerne les populations entières, car vous le savez, dans le cadre de cette émission, nous changeons de thème en fonction de l'actualité, mais aussi des faits de l'actualité. Alors, il est une chose qui préoccupe les populations gabonaises de l'intérieur comme celle des périphéries des grandes villes, c'est l'immixtion des bêtes sauvages, dites donc des espèces protégées, dans la vie des hommes. En raison de la politique volontariste de notre pays saluée à l'international. 11% de notre territoire est concédé aux espaces réservés, donc aux parcs nationaux au nombre de 13, vous le savez. Alors, les aires protégées, notamment les parcs nationaux, sont-ils un frein au développement social? Car vous êtes nombreux, vous vous plaignez, des bêtes sortent de la brousse, notamment les tigres, comme le cas de Mivoul, pour venir dévorer des bêtes, des bêtes qui sont dans les enclos, notamment les brebis ou les moutons. Et le ravage des éléphants dans les plantations. On va donc pouvoir en parler avec ceux qui nous ont fait l'honneur de venir sur ce plateau, car vous le savez, nous avons essayé d'inviter toutes les parties. Il y en a qui sont venus, il y en a qui ne sont pas venus, vous allez vous rendre compte par vous-même. Nous avons donc la chance et le plaisir de recevoir un invité qui vient de Port-Gentil, notamment dans le canton Océan, donc nous sommes dans le département de Benjé, monsieur Pambo Claude Landry, secrétaire général de coopérative SECO. Que signifie SECO? C'est coopérative Enungwani Amine qui signifie l'entraide, donc du canton Océan, je l'ai dit. Merci et Mbolo Samba. Mbolo Samba. Voilà. Ensuite, là aussi, j'ai le plaisir de recevoir monsieur Philippe Tonangoy. Vous êtes, vous, ingénieur en chef du corps des mines et du pétrole, ingénieur expert. Vous êtes consultant international. Bonsoir. Merci. Et ce n'est que le début, parce que nous allons avoir l'habitude de vous inviter. Vos idées nous intéressent. Je vous remercie, monsieur. Voilà. Ensuite, nous avons un des pionniers, débatteurs dans cette émission, qui n'est nul autre que monsieur Omer Ntougou. Vous êtes secrétaire exécutif adjoint, Agence nationale des parcs nationaux. Bienvenue. Mbolo Samba. Mbolo Samba. Je m'avais signalé tout de même l'absence du représentant du ministère des Eaux et Forêts, qui serait venu ici, dans le cadre de la communication gouvernementale, nous apporter des éclairages utiles à ce débat. Nous avons adressé un courrier à monsieur le secrétaire général, peut-être pour des raisons qui nous échappent. Le représentant désigné n'a pas pu effectuer le déplacement, qu'à cela ne tienne. Nous allons signaler simplement que nous faisons notre travail. Et c'est le cas peut-être pour moi de dire que nous sommes dans la poursuite de la communication tous azimuts, de façon transversale, horizontale, verticale, pour pouvoir informer. C'est le cas du débat ici aujourd'hui. Donc quand nous nous rapprochons des ministères, c'est pour avoir toujours un point de vue, expert en la matière, pour pouvoir apporter des éclairages utiles au débat et pour les populations et pour les pouvoirs publics. Absolument. Alors, nous allons donc commencer ce débat avec monsieur Pambo Claude Emery. Vous êtes secrétaire, donc je l'ai dit, général de la coopérative SECO, Enungwani. Vous allez donc parler au nom des populations nationales. Qu'en est-il sur le terrain, parlant de la problématique que nous avons posée, les bêtes sauvages, en l'occurrence des tigres, comme le dernier cas signalé qui est passé dans nos antennes à Radio Gabon, donc de Mivoul, où un tigre ou une panthère est partie de la brousse pour venir dévorer des brebis dans des enclos, donc dans les villages. Que dire aujourd'hui de ces éléphants qui partent de la brousse pour venir ravager les plantations des populations, ou toute autre chose remarquée et relevée par les populations, mais dont celles-ci sont impuissantes d'agir parce que ces bêtes sont dans des zones dites réservées, des parcs nationaux, et donc ne peuvent agir. Qu'en est-il un peu sur le terrain, vous qui représentez les populations ici? Bien, merci encore, monsieur Haas. Je vais quand même revenir un tout petit peu pour dire que c'est en ma qualité de secrétaire général que j'interviens ici, en ma qualité de secrétaire général, et donc de ce fait, il est important aussi que je donne un peu l'historique, mais de façon très condensée, un peu des différentes activités et comment est née cette coopérative Enungwani. Bien, c'est suite, effectivement, à la prise de décision du chef de l'État de mettre l'agriculture au centre du développement de notre pays, que nous avons pensé qu'il était nécessaire de mettre en place une coopérative agricole. Donc sur ce fait, nous, du côté du département de Benjé, précisément au canton Océan, nous avons
notre situation géographique, c'est-à-dire qu'on est en zone, pratiquement 80% du Rembogangé se trouve en zone de réserve, notamment à la réserve Ongaongé. Donc il n'était pas question pour nous de mener ce projet sans associer un certain nombre de partenaires, notamment l'agriculture qui a l'aura de l'État en ce qui concerne les activités agricoles, l'environnement, l'agence des parcs nationaux, mais également le conservatoire de Ongaongé et les eaux y fourrées. C'est sur cette base que nous avons donc travaillé avec le conservatoire, nous avons travaillé avec l'agence des parcs nationaux parce que Monsieur Ntungu, président, a dû nous recevoir en 2012. Nous avons été reçus par Monsieur Ntungu au niveau de l'agence. À cette époque, j'ai été présent avec le député du canton Océan et nous avons échangé sur un certain nombre de choses. Parce qu'il était important, effectivement, que le conservatoire ou l'agence des parcs nationaux, dans le cadre de la sensibilisation et l'éducation des populations, devait prendre part à ce projet. Donc, alors, quel est le problème maintenant aujourd'hui? Bien, c'est déjà, en fait, c'était pour montrer un peu les efforts que nous avons faits dans ce sens. Parce que nous considérons, effectivement, que pour cette synergie, il fallait mêler tout le monde. Aujourd'hui, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est quoi? C'est que la coopérative, dont j'ai la lourde responsabilité aujourd'hui, a des espaces agricoles. Nous avons un certain nombre de zones agricoles. Et récemment, nous avons perdu 20% de nos exploitations agricoles, ravagées donc du côté de Mbilapé, par les éléphants. Voici le véritable problème, c'est qu'aujourd'hui, les éléphants, de toute façon, nous savons l'importance des éléphants et nous sensibilisons les populations dans le cadre des comportements qu'ils devaient avoir. Les éléphants aujourd'hui sont peut-être en nombre très grand, et aujourd'hui, ils ne restent plus dans leur terroir, ils sortent de leur terroir, ils dévastent les plantations des villageois, et nous ne pouvons pas demander, en ce qui nous concerne, aux populations, de développer les activités agricoles. Déjà, la moyenne agricole au niveau de l'Ogooué maritime, notamment chez nous, est approximativement entre 45 et 50%. Donc, c'est des vieilles personnes qui vont faire ces gens, et aujourd'hui, on va se retrouver avec des hommes âgés qui n'ont plus rien à manger, parce que les plantations sont totalement détruites. Et donc, nous avons saisi le gouverneur de la province de l'Ogooué maritime par une correspondance que moi je lui ai adressée personnellement et qui a réagi, mais très rapidement. C'est-à-dire, il a donc interpellé l'agriculture, c'est-à-dire le département concentré de l'agriculture, les eaux et forêts et la coopérative SECO en une mission conjointe, pour aller sur le terrain et pour voir effectivement ce qui avait lieu. Donc je dis, l'administration suit. Le seul souci que nous avons, c'est que qu'est-ce que nous faisons? Et je pense qu'au cours de cette émission, nous allons en débattre largement pour édifier l'ensemble des populations. Je voudrais ajouter, comme je disais, effectivement, que tous les problèmes qui se trouvent au canton Océan se retrouvent sur l'ensemble du pays. Donc, ceci entraînant cela, je vais donc aujourd'hui être le porte-voix des populations rurales qui se trouvent confrontées à ces difficultés-là. Voilà. Monsieur Ntungu, vous avez peut-être la lourde charge de représenter l'administration, vu que le représentant du ministère des Eaux et Forêts n'est pas venu, mais notamment dans ce qui vous concerne, pour ce qui est des parcs, l'agence des parcs nationaux, qu'est-ce qui est fait pour mener à bien la résolution de ce problème au niveau de l'État, surtout dans votre secteur? Merci, As. La question du conflit homme-faune est une question que l'administration vraiment essaye de résoudre depuis déjà une bonne dizaine d'années. On a essayé de mettre en place plusieurs stratégies, notamment des barbelés autour des plantations. On a essayé de dissuader les éléphants. Il y a eu... Dissuader les éléphants? Oui, c'est-à-dire que par les battus de l'administration, c'est-à-dire que dans la loi forestière, il est prévu que l'administration abatte l'éléphant qui est rentré dans les plantations, après donc que les communautés qui sont affectées par ce problème aient saisi donc cette administration des eaux et forêts. La plupart des stratégies, c'est vrai. Le mode de saisine se fait comment? Est-ce que ces vieilles populations, nos parents au village, savent toujours les procédures? Oui, il y a des cantonnements des eaux et forêts. En général, dès que les plantations sont dévastées par les éléphants, les populations savent toujours où est le cantonnement des eaux et forêts, où est donc, ou parfois même l'inspection provinciale des eaux et forêts. La question est très sérieuse. Il se trouve que l'éléphant, c'est un animal intelligent et l'éléphant est protégé par la loi. L'éléphant est protégé par la loi parce que l'éléphant contribue à la régénération de la forêt. Il faut aussi le dire. C'est-à-dire que nos populations utilisent cette forêt aussi. Laissons un peu les plantations de côté 2 secondes. Nos populations utilisent cette forêt pour les activités culturelles.
activités spirituelles et culturelles, Oui. les danses traditionnelles, etc. Mais cette forêt qui est utilisée par les populations, cette forêt est plantée par les éléphants. D'accord? Si l'éléphant disparaît, cette forêt disparaîtra aussi et nos cultures disparaîtront. Donc, c'est un choix difficile que le gouvernement a à faire. C'est-à-dire que le gouvernement a fait le choix de conserver nos ressources naturelles. Pas contre les populations, mais au bénéfice des populations. Ça veut dire que la stratégie de conservation de nos ressources naturelles, donnez-moi juste 2 secondes pour l'expliquer, qui repose sur un dispositif juridique. D'accord? Cette stratégie de conservation comprend d'une part le code de l'environnement, d'accord, le code forestier, que vous connaissez très bien, le code de la loi sur les parcs nationaux et le code de protection des ressources halieutiques, le code des pêches et de l'aquaculture. D'accord? C'est un dispositif, et d'ailleurs vous allez remarquer que pour les agents qui sont censés mettre en application ces codes sont des officiers de police judiciaire à compétences spécialisées. C'est-à-dire que l'État estime que la protection de nos ressources naturelles est d'un intérêt vital parce que c'est cette protection-là qui permet de garantir également une partie de notre mode de vie. C'est-à-dire tout le mode de vie qui se transmet de génération en génération. On ne peut pas vivre sans cette forêt-là. Et on ne peut pas imaginer que les jardiniers de cette forêt disparaissent. Parce que ce n'est pas nous les jardiniers de cette forêt, ce sont ces animaux-là. Même s'ils créent des ravages quand même. Hein. Maintenant, effectivement, il y a 30, 40 ans, on ne parlait pas de ce conflit-là. Aujourd'hui, on en parle parce que c'est aussi l'État, c'est vrai. On aurait souhaité que mon collègue soit là. Ça n'a pas été possible. C'est aussi l'État, c'est vrai, qui distribue, qui fait des routes, donc qui fragmente les habitats des animaux. C'est aussi l'État qui distribue des concessions forestières, donc qui pousse les animaux en dehors de leurs habitats naturels. C'est aussi l'État qui fait l'aménagement du territoire. D'accord? Donc, c'est vrai que les animaux n'ont pas l'habitude de sortir de leur terroir, sauf quand on vient les y chasser. Donc, l'État est en amont et en aval de ce problème. Aujourd'hui, la dernière solution que nous avons à l'Agence nationale des parcs nationaux, après un ensemble d'études qui ont été menées sur 2 ou 3 ans, et des enquêtes qui ont d'ailleurs concerné également votre zone, on s'est rendu compte que les éléphants, par exemple, pour ce cas précis, étaient effrayés par le piment. Et nous avons déjà fait venir des fusils dont les cartouches sont chargées au piment, qu'on va tirer sur les éléphants pour les éloigner des zones agricoles. Nous sommes également en train de réfléchir avec le ministère des Eaux et Forêts et l'État de façon générale à un système d'indemnisation, d'accord, après enquête bien entendu, après que le sinistre a été véritablement constaté, à un système d'indemnisation des propriétaires de plantations. Nous sommes juste en train de réfléchir sur cette question-là. Donc on essaie d'explorer des voies aujourd'hui. Il n'y a pas de voie définitive parce que au cœur, nous ne sommes pas des agents sociaux à l'Agence nationale des parcs nationaux. Et permettez-moi de parler 2 secondes aussi au nom des agents du ministère des Eaux et Forêts. Ce ne sont pas des agents sociaux. Notre mission à nous, c'est de protéger les ressources. Il y a d'autres départements dont la mission, c'est de faire du développement social. D'accord? Notre mission, c'est de protéger les ressources. Donc, nous ne sommes pas formés au développement social. C'est aujourd'hui que l'ANPN et le ministère des Eaux et Forêts se mettent à ces questions sociales. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand vous regardez le dispositif juridique gabonais, les textes qui protègent les populations, c'est encore le code forestier et la loi sur les parcs nationaux. Ce sont ces textes-là qui protègent les terroirs villageois. D'accord, nous allons y revenir, M. Ntougou. Le temps pour moi de donner la parole à M. Philippe Tolangwa, qui a évidemment écouté le premier intervenant et vous-même. Au regard des arguments des uns des autres, des arguments croisés, quelle est votre réaction face à ce problème préoccupant, il faut le dire, hein, du reste? Merci, As. J'interviens à trois titres. D'abord, en tant que technicien de ce pays, qui a été à la délégation générale du gouvernement pour le projet de Belinga. Et donc les problèmes environnementaux, de code forestier, de code minier se sont posés. Au second titre, c'est en tant qu'observateur de la vie politique, la vie sociale, la vie, je dirais, environnementale de notre pays, pour lequel déjà il y a la société civile qui a aussi son regard. Elle a été embrigadée depuis ce temps dernier par des ONG à vocation environnementale. Mais en fait, la société civile est plus large que ça.
Donc j'interviens aussi en tant que société civile observatrice de tout ceci. Et enfin, j'interviens en tant que fils du terroir. Je suis natif de la région de Boué, où nous avons des parcs nationaux, et effectivement, je rejoins M. Pambo, où les populations subissent de ces préjudices énormes. M. Togo a dit quelque chose de très important. L'État a pour vocation de protéger effectivement les écosystèmes. C'est normal. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits, c'est normal. Mais je voulais simplement dire que dans les 9 provinces que nous avons, on a 50 départements, 50 communes, 26 districts à peu près dans ce pays. Il y a 152 cantons. Il y a près de 3840 villages. Il n'y a pas un seul coin au Gabon où la problématique s'est posée, non pas en termes uniquement et exclusivement de ravage des cultures, mais la typologie elle est plus large que cela. La typologie part des blessures des populations, elle part jusqu'à des décès, elle part jusqu'à la prédation, on en parlait tout à l'heure, à la destruction des récoltes. Ça c'est de la faune vers l'humain, mais également aussi de l'humain vers la faune, en termes de braconnage, en termes de tout ce qui peut être répréhensible. Alors il faut trouver une juste milieu. Donc il y a une problématique qu'on va développer qui est extrêmement importante. Il y a aussi un cadre, je dirais, législatif qui est là. Mais pour moi, je pense qu'il y a aussi des lacunes ou des carences entre la mise en œuvre d'une politique, certes appréciable, mais aussi la préservation des équilibres dans le conflit entre humain et faune. Un pays est constitué de ces 4 valeurs cardinales. Hein. Il y a un État qui régit les lois, etc., etc. Il y a une nation qu'il faut que l'on crée, à qui on donne un corps. Il y a les populations qui constituent un pan important de ce pays. Mais il y a aussi toute l'écologie, tout le système de vie, tout l'espace vital qu'il faut réguler. Alors, M. Talongwa, excusez-moi, M. Tougwa tout à l'heure a dit ce conflit s'est exacerbé tout au long, du moins ces derniers temps, comme il n'en était pas auparavant. Pourquoi, aujourd'hui, ce conflit animal, ou bien plutôt animaux, hommes, s'exacerbe-t-il? Bien. Quelles sont les raisons? En fait, M. Tougou le dit parce qu'il est spécialiste des questions environnementales. Mais en tant qu'observateur averti, que pouvez-vous dire? Nous sommes une civilisation, je dirais, millénaire. Oui. Dans le territoire national du Gabon, la faune, donc ces animaux, et ces hommes ont toujours cohabité. Ils ont cohabité de manière pacifique, comme ils ont cohabité de manière séparatiste, voire de manière frontale. Mais elles ont toujours cohabité. De tout temps, vous pensez vraiment pas? J'en viens. J'ai souvent vu des chasseurs d'éléphants, hein, dans le temps qui... Moi, mon grand-père était un chasseur d'éléphants. Bon, alors, c'est vraiment pas la cohabitation pacifique. Bien sûr. Là. Mais la chasse avait une vocation, je dirais, coutumière. Et pourquoi est-ce que le phénomène se manifeste ces temps derniers, comme il a dit? Mais c'est parce que simplement le monde a été interpellé par l'évolution, je dirais un peu négative, des écosystèmes mondiaux et des équilibres qui se sont manifestés. Donc cette prise de conscience, qui a été finalement soudaine, a fait en sorte que dans les États, une prise de conscience soit avérée, effective. Les gouvernants ont pris un certain nombre de décisions, ont pris des dispositions, ont mis en place des organismes pour réguler, pour gérer et pour protéger tous ces espaces. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a cette espèce de résurgence de ce conflit humain-faune. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est le même État qui doit protéger ses populations. Lorsque le chef de l'État prête serment, dans le passage de son serment, il s'engage à protéger les citoyens de tout dommage et d'être juste envers tous. Envers tous, il y a les populations, il y a aussi la faune. Donc, à un moment donné, il faut trouver cet équilibre. Et cet équilibre, aujourd'hui, le corpus légal gabonais, pour les techniciens des questions environnementales et autres, ils doivent protéger, il a dit ça, c'est leur vocation, de protéger les écosystèmes. Pour l'État qui met en place et qui doit réguler et qui s'est engagé constitutionnellement à protéger les populations, il faut qu'elle mette en place des dispositifs afin que la justice puisse être faite entre ces deux protagonistes. Alors, je vais terminer en disant ceci. L'impression,
c'est une impression, elle peut être vraie ou fausse. L'impression au regard de l'observation de ce qui se passe dans les 3843 villages du Gabon, c'est que effectivement beaucoup d'efforts sont faits pour protéger celui qui ne peut pas se défendre, la faune, c'est normal, et que la population est gérée par l'administration de manière un peu plutôt répressive. Finalement, Ça, justement, est-ce que ce n'est pas vraiment la réponse à ma question? La résurgence de ce phénomène n'est pas due justement à ce déséquilibre disproportionné. Et la question que je vais poser à M. Pambo, le débat est ouvert, hein, à M. Pambo, c'est dans votre région de Benje, d'où je suis natif moi-même aussi également. Alors, les statistiques animalières montrent que la population animalière de pachydermes, à un moment donné, était au-dessus de la population des hommes, en fait. Oui, je vais d'abord très rapidement, vraiment très rapidement revenir sur la première question que vous avez posée à mon confrère juste à côté, au sujet de comment ça se passait à l'époque avant. Mais avant, les populations vivaient et il y avait des éléphants. Il y avait des éléphants beaucoup plus que les hommes avant. Mais qu'est-ce qui se passait à l'époque des collectivités territoriales? À l'époque, on décrétait, c'est-à-dire que l'administration décrétait une battue. Et la collectivité territoriale avait 1 ou 2 chasseurs. Les éléphants, lorsque vous avez abattu 1, 2 ou 3, ils ne reviennent pas. Ils vont mettre un certain temps avant de revenir. Et c'est comme ça que ça se passait. Et il y avait également donc cet équilibre qui se faisait parce qu'on estimait que les éléphants sont en nombre trop suffisant. Je vous prends un seul cas. En 2003, recensement 2003, les populations à Gamba étaient à 9 585, mais les populations d'éléphants étaient déjà à 11 000. Je parle de 2003. Nous sommes aujourd'hui en 2014. Alors si aujourd'hui, il est interdit d'abattre des éléphants, de toute façon pour nous, dans le cadre de nos activités de la coopérative, nous demandons aux populations de ne pas battre les éléphants. Parce que nous savons le rôle que jouent les éléphants dans la protection de l'écosystème. Et comme je disais tout à l'heure, si on protège l'écosystème, c'est parce qu'on doit d'abord protéger les hommes. Et tous les législateurs, ça je le dis ici, à haute voix, tous les législateurs qui travaillent dans ce sens, qui votent des lois, c'est d'abord pour protéger les hommes. Et il n'y a pas d'ambiguïté à ce niveau. Sauf qu'effectivement, comme tout le monde le constate, sur le terrain, ça devient grave. Aucune mesure n'est prise pour protéger les hommes. Parce que là, j'ai retenu que M. Tungou parlait de l'indemnisation qui est en projet. Parce que je vous dis, lorsque un villageois a perdu son champ de manioc, c'est une spéculation qui est un peu particulière compte tenu justement de ce délai d'incubation et tout ça. Mais lorsqu'il a perdu son champ, il a 2 ans. Mais tout ce temps, qu'est-ce qu'il mange? On se retrouve chez nous, dans la zone de Bilapé, avec des vieux qui n'ont plus rien à manger. Parce qu'ils ont perdu leur champ, parce qu'ils ont donné toute leur énergie. Et aujourd'hui, ils espéraient sur ces champs, mais rien du tout. Donc vous comprenez que c'est compliqué. Allez-y dire à ces vieux. On va faire tous les discours qu'on veut ici. Mais il faudrait qu'on trouve le moyen d'aller leur expliquer comment ils font. Alors, réaction de l'administration. Le débat est ouvert. Oui, je voudrais répondre simultanément aux 2 interventions parce que M. Tolangoy a dit quelque chose de très important là tout à l'heure qui concernait la façon dont le dispositif juridique se déploie et il l'a répété d'ailleurs, à savoir que l'État ne fait pas un choix entre protéger les animaux et protéger les êtres humains. Il se trouve qu'au Gabon, actuellement, et c'est un cas qui est spécifique au Gabon, il se trouve qu'au Gabon, actuellement, nous sommes face à un concours de faits convergents. D'une part, le Gabon est le seul pays d'Afrique centrale dans lequel le rapport entre la nature et l'homme est en faveur de la nature. C'est-à-dire que dans tous les autres pays d'Afrique centrale, il y a une surpopulation. La densité au kilomètre carré est élevée. Au Gabon, la densité au kilomètre carré est très faible. Donc le rapport est en faveur de la nature. Naturellement, donc, sans impact de l'homme, sans impact négatif de l'homme, les animaux sont appelés à se multiplier. Parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Enfin, on a quand même quelque chose comme 17 millions d'hectares de forêt, d'accord, sur un pays qui a 22 millions d'hectares de surface. Et donc, les animaux ont de l'espace pour vivre, ont de l'espace pour se développer, pour se déployer. Le deuxième fait, qui est un fait conjoncturel aujourd'hui,
c'est que vous avez parlé d'un recensement auquel on a d'ailleurs participé, qui relevait 11 000 éléphants. Mais ce recensement a montré également que dans les 10 dernières années, nous avons perdu au Gabon 17 000 éléphants. C'est-à-dire que, imaginez, regardez la position du Gabon sur la carte. D'accord? Nous sommes aujourd'hui le refuge, le dernier refuge de ces animaux qui fuient les pays limitrophes parce qu'il y a une surpopulation qui les pousse pratiquement vers le Gabon. Donc le Gabon est devenu le refuge, le dernier refuge de ces grands mammifères-là, de ces grands animaux. Et c'est dans le refuge qu'on vient les braconner aujourd'hui, vous le savez. On a découvert même du côté de Wonga-Wongé des gens qui braquaient l'éléphant avec des armes qu'on ne trouve même pas au Gabon. Alors ils sont passés par où ces gens? Des gens qui revenaient même d'avant le Cameroun, je ne veux pas citer des pays amis ici, mais pour dire que ces gens venaient de zones en guerre pour braconner l'éléphant au Gabon. Donc ils traversent tout le Gabon pour venir les braconner dans la réserve de Wonga-Wongé. C'est absolument incroyable. Or, l'État a décidé que l'éléphant, pour ce cas particulier, passe du statut de partiellement protégé à intégralement protégé. Ce n'est pas l'ANPN qui l'a décidé. Ce n'est pas le ministère des Eaux et Forêts qui l'a décidé. C'est l'État gabonais qui l'a décidé. Nous sommes de quel État? L'État de partiellement protégé dans l'ancienne liste des animaux protégés au Gabon, au statut d'intégralement protégé. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il y avait des battues avant, si on autorisait, quand vous trouvez un éléphant dans votre plantation, si on autorisait les battues aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui parce que l'éléphant est un animal qui est en danger, dont l'espèce même est menacée aujourd'hui. Alors, vous parlez de la dangerosité. Alors, je vous laisse réagir, vraiment. Allez-y. Merci. Je n'avais pas terminé. Mais vous pouvez réagir et bondir. Hein. Le débat est ouvert. Hein. Merci, Omer. Mais je suis d'accord que l'espèce est en danger, est en voie de disparition. On se doit, sur le plan technique, sur le plan, je dirais même institutionnel, de la protéger. Le Gabon constitue aujourd'hui un refuge. C'est dans le cadre de la politique du bassin du Congo, je suppose. Alors, quel est le mécanisme, ou plutôt quels sont les mécanismes que vous, techniciens de ces domaines, avez-vous eu à mettre en place? 1, pour réguler ces flux. 2, pour créer des véritables cantonnements, je dirais, qui pourraient aussi préserver la vie des populations. Dans leur être, dans leur installation, dans leur culture, dans leur village. N'oublions pas que ce sont quand même les populations qui constituent le socle de la République. Mais juste je voulais excusez-moi très rapidement, pour converger vers lui, et vous aurez le temps de répondre. C'est que l'agence, la loi 003/2007, portant création du réseau des parcs nationaux, crée également l'agence et tous les organismes de gestion des parcs nationaux. À ce titre, c'est à vous de mettre une batterie de mesures pour éventuellement protéger, puisque de toute façon vous protégez les parcs, et dans les parcs il y a les hommes, en même temps de protéger et les éléphants, puisqu'on parle des éléphants, et les hommes qui vivent dans ces parcs. Et encore, l'article 4 même, justement de cette loi, autorise les zones périphériques. Ça autorise les zones périphériques dans lesquelles les activités communautaires, c'est-à-dire l'usage des droits coutumiers, doit s'exercer. C'est vous, c'est prévu, tout ça c'est prévu. Alors, mais maintenant, je vais partir de quelque chose de fondamental que vous disiez tout à l'heure. Et c'est vraiment fondamental à savoir. Le Parlement gabonais ne fait jamais une loi contre les populations gabonaises. On est d'accord là-dessus, y compris donc la loi sur les parcs nationaux. Pas de souci. Le Parlement gabonais, qui a donc voté cette loi, dit, je reprends l'article 4 dont vous parliez, l'article 4 de la loi sur les parcs nationaux dit que les parcs nationaux relèvent du domaine public de l'État. C'est-à-dire incessible et inaliénable. C'est le système de protection juridique le plus élevé au Gabon, celui des parcs nationaux. Il relève du domaine public de l'État, donc classé par la loi et déclassé par la loi. D'ailleurs, M. Tonangoy sait, puisqu'il a participé à la commission sur l'affaire de Belinga, il sait que le processus que la loi met en place, le processus que la loi impose pour déclasser un parc, c'est un processus qui est extrêmement complexe, extrêmement compliqué.
Mais la loi sur les parcs nationaux dit aussi, et c'est là où je suis d'accord avec vous, que l'agence, l'organisme de gestion des parcs nationaux, donc l'ANPN, a aussi pour devoir de protéger les terroirs villageois. Nous sommes d'accord là-dessus. C'est pour cela que, à la tête de chaque parc national, vous avez participé à ce travail-là pour Bongawongue et pour Pongara. À la tête de chaque parc national, on met un comité consultatif de gestion locale. Et ce comité consultatif de gestion locale est généralement présidé par quelqu'un qui vient des communautés locales, pas par le conservateur du parc, par quelqu'un qui vient des communautés locales. C'est-à-dire que le comité consultatif de gestion locale, c'est un peu, si je peux faire une extrapolation, le conseil d'administration du parc, où se décident, où se résolvent les problèmes, parce que c'est l'ensemble des acteurs du parc qui mettent en place cet outil pour voir comment le parc va s'intégrer d'abord dans son environnement immédiat, zones périphériques dont vous parliez, les zones tampons et les zones périphériques, comment le parc va s'insérer dans son environnement immédiat, mais aussi, effectivement, comment le parc va participer va donc participer ou contribuer à élever ou à sécuriser les communautés qui sont autour de ce parc national-là. Mais les parcs nationaux existent depuis 2007. Nous sommes la plus jeune agence de gestion des ressources naturelles dans le bassin du Congo. La plus jeune. De 2007 à aujourd'hui, nous commençons à avoir des ressources simplement depuis 2009-2010. Des ressources importantes, je veux dire. Depuis 2009-2010. Mais les mesures répressives, vous les menez sur le terrain contre les populations? Il y a deux... Non, on ne peut pas avoir des mesures répressives contre les populations, ce n'est pas possible. Ah, les populations... Il y a deux processus. Il y a deux processus. Il y a un processus de contrôle et de sécurisation des aires protégées. C'est-à-dire que la loi interdit le braconnage. La loi n'interdit pas la consommation d'animaux qui ne sont pas protégés. La loi ne l'interdit pas. Chaque Gabonais a le droit de manger de la viande de brousse tant que cette viande-là n'est pas protégée, à des conditions qui sont fixées par la loi, par le code forestier, par les textes qui sont issus du code forestier, pas par la loi sur les parcs nationaux. Mais comme nous sommes des officiers de police judiciaire au même titre que les agents des eaux et forêts, nous travaillons en synergie pour protéger les ressources. Parce que vous imaginez bien que quand vous alliez les 11% du territoire géré par l'ANPN et le reste du territoire géré par les eaux et forêts, on couvre l'ensemble du pays. Et nous sommes aujourd'hui, notre tutelle technique, c'est le ministère des eaux et forêts. Donc, nous travaillons de concert de façon à protéger les ressources, de façon à faire en sorte que on n'arrive pas à des situations de pénurie des ressources, comme on l'a vu dans les pays pas très lointains des nôtres, hein, du nôtre, etc. Mais je veux encore vous rassurer. Mais Omer, vous allez rebondir. Oui, excusez-moi. Ouais, je n'arrive jamais à la fin de ce que je veux dire. Non, on va du rebondissement à rebondissement parce que vous avez dit il n'y a pas de mesures de répression sur le terrain. Moi, je dis il n'y a pas de mesures de répression des populations. Oui, des populations, mais ce qui n'est pas tout à fait vrai parce que en faisant cette émission, je me suis retrouvé du côté de populations comme partout ailleurs, mais il y a un cas d'exemple ici il y a eu mort d'homme, je pense. Bien, pour le cas de Gongwe. Gongwe est un village du canton Océan qui est pleinement dans la réserve, la réserve Ongaongue. Et nous avons eu récemment le décès d'un de nos chefs, à l'occurrence M. Émile Rogombe, qui, après 6 mois de procès, c'est un chef du village aveugle, 6 mois de procès. Pourquoi? Il est décédé parce que simplement, il avait autorisé son neveu à abattre un éléphant qui était arrivé au village. On y allait contre la loi. Bien. Donc, du coup, après 6 mois de procès, il est mort 2 jours avant le rendu de décision. Alors, les populations, à tort ou à raison, ont assimilé cela à la pression du procès. Ce que nous ne voulons pas, c'est effectivement, parce que là, ce qui se passe sur le terrain, parce que ce que vous dites, monsieur le maire, vous êtes dans vos bureaux, vous avez des agents, par exemple, le conservatoire qui est sur le terrain. Encore que je viens d'apprendre avant l'émission que ce n'est pas vous qui gérez le conservatoire, et le conservatoire est géré depuis la présidence. Qu'à cela ne tienne. Mais sur le terrain, les choses sont difficiles. Je vous dis qu'il y a des descentes musclées. Il y a eu une descente récemment à Yenja, il y a eu une descente en Bilapé, il y a des gens qui ont été bastonnés. Je considère que même si quelqu'un a une infraction, est-ce que ça s'autorise? Même si quelqu'un a une infraction, on le prend, on la met. Ils ont été aujourd'hui. Il y a même quelqu'un, je ne vais pas citer des noms, qui se retrouve aujourd'hui dans une situation extrêmement compliquée. Attendez. Avant que vous réagissiez, ce n'est pas un procès. Vraiment, oui, nous sommes sur un espace public
il ne faut pas faire passer des messages qui ne sont pas objectifs et validés, d'accord? Les descentes musclées, des bastonnades sur le terrain ne sont pas autorisées, d'accord? Les enquêtes, les contrôles sont autorisés. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Je suis d'abord un homme de terrain avant d'être un homme de bureau. Et je vous certifie, comme vous le savez, que les procès, le tribunal, ce n'est pas la NPN. Nous avons un devoir de mener des enquêtes et de déférer les personnes qui sont soupçonnées et toujours présumées innocentes, n'est-ce pas, auprès des juridictions compétentes, qui décident de les poursuivre ou pas. D'accord? Qui décident de les poursuivre ou pas. Le processus de poursuite n'est pas la discrétion de l'ANPN, ni d'ailleurs du ministère des Eaux et Forêts, parce que j'ai l'impression que le problème ici c'est l'ANPN. Bon, on va peut-être le résoudre un peu plus tard. Mais écoutez, c'est un travail difficile que l'on fait. Vous venez de parler, vous parlez abondamment de votre village, j'en ai un aussi, d'accord, au voisinage aussi d'un parc national certainement. Et donc j'ai des parents, j'ai des populations de mon village aussi qui indexent la politique de conservation des ressources naturelles du Gabon. Il se trouve simplement que nous sommes dans une situation où la criminalité faunique est devenue tellement importante. À chaque exemple que vous prenez de personnes que vous pensez innocentes, je peux vous sortir 10 exemples de personnes qui sont coupables, des Gabonais aussi, de choses que vous n'imaginez même pas. D'accord? Je ne souhaite pas qu'on donne des noms ici en public parce que parfois les procès sont en cours et puis si quelqu'un est innocenté et que son nom sort à la télévision, ce n'est pas véritablement correct vis-à-vis de lui. Mais il se trouve que la criminalité faunique, c'est-à-dire le braconnage de nos ressources est devenu si intensif, avec parfois, je vous le dis, la complicité de nos propres populations, pas de toutes nos populations, bien sûr, et heureusement, la grande majorité respecte la loi. La grande majorité consomme et utilise la forêt comme elle doit le faire, n'est-ce pas? Mais nous sommes face à un problème tellement sérieux aujourd'hui que l'État est obligé de prendre des mesures. L'Agence nationale des parcs nationaux n'a pas le droit d'entrer dans les maisons des individus. D'accord? Le gouvernement gabonais a été obligé de nous affecter des bataillons de gendarmerie. Vous savez ce qui s'est passé dans la zone de Minkébé, où nous nous sommes retrouvés avec un village spontané dans le parc national de 6 000 individus. Quand je vous parle de 6 000 individus, il y avait peut-être 100 à 150 Gabonais dans le lot. 6 000 individus qui pillaient les ressources naturelles. Et quand ça s'installe comme ça pour exploiter l'or de façon illégale, c'est de la prostitution qui s'installe, c'est de la drogue qu'on fait parvenir également, c'est des trafics divers. Et ça, et ça crée, je vous assure, un désordre qu'on ne peut pas tolérer. Monsieur le secrétaire exécutif, avant que monsieur Tonangoy... Adjoint. Liwa était encore là. Avant de donner la parole à monsieur Tonangoy, justement, fort bien vous parlez de ce qui se passe sur le terrain, en raison de votre rôle, et vous défendez donc l'agence. Mais est-ce que la prévention est faite sur le terrain? Est-ce que les populations sont informées des mesures, des procédures et de tout ce qu'il faut faire? Est-ce qu'elles ne sont pas finalement, comment dire, dans la méconnaissance de ce qu'il faut faire? C'est pourquoi est-ce qu'ils portent des jugements à votre encontre? L'enjeu d'Agora, l'enjeu est, bon, c'est peut-être aussi la qualité d'Agora, c'est de parler de ce qui ne marche pas. Vous n'invitez jamais les gens pour parler de ce qui marche. Parce que ce qui marche, bon, on met ça de côté. Mais la grande majorité des populations gabonaises sont-elles informées, vous êtes sûr? Sont à l'aise avec la politique de conservation de l'État gabonais. Vous êtes sûr? Mais je vous assure que la grande majorité des populations gabonaises, je parle bien de la grande majorité, il y a des problèmes qui sont fondamentaux que vous releviez. D'accord, je ne les nie pas, on ne les cache pas, on ne les jette pas sous le tapis. D'accord? Ce sont des problèmes sérieux. Il y a aussi, nous sommes des êtres humains, il y a aussi des erreurs qui sont commises de part et d'autre. Nous comptons sur la bonne foi et sur le professionnalisme de la justice pour déceler ce qui est vrai de ce qui est faux. C'est son rôle. Notre rôle à nous, c'est de vous soupçonner et de dire que sur la foi du travail que nous avons fait, du travail d'enquête que nous avons fait, on vous soupçonne de
tel forfait, tel méfait vis-à-vis de la faune ou vis-à-vis de la flore, parce que la flore aussi, en partie, est protégée. Dans les parcs nationaux, la flore est intégralement protégée. Et on vous défère. C'est à la justice de faire la part du vrai et du faux, la part du bien et du mal. Monsieur Tanangoy. Mais j'aimerais quand même passer le message que la majorité des populations gabonaises qui sont autour des parcs nationaux travaillent avec l'Agence nationale des parcs nationaux à protéger les ressources parce qu'elles finissent par comprendre. En réalité, elles l'ont même compris avant nous. Qu'on protège ces ressources-là pour les protéger, elles, ces populations. Et pour protéger la capacité de ces populations à continuer à consommer ces ressources, à les utiliser pour leurs biens culturels et parfois même simplement pour leur alimentation. Sauf que nous voyons tous les jours à la télévision, généralement les populations ne se plaignent pas que de ce que leurs champs sont ravagés par les éléphants. Il y a aussi, ils pointent du doigt sur le problème de la disette dont ils font l'objet. Les populations qui vivent de la forêt ne peuvent plus se rendre en brousse. Est-ce que là aussi, et la pêche et la forêt, et des dernières mesures sur même, comment dire, certains arbres fruitiers de la forêt, est-ce que finalement on ne frappe pas les populations d'une situation qui ne va pas forcément à leur faveur par rapport à cela? Il y a des cas qui sont flagrants. Mais regardez un peu la façon dont le territoire, la façon dont la gestion des espaces sur le territoire bouge. D'accord? Nos populations ont des villages qui, quand on regarde ces villages sur 100 ans, ces villages se sont déplacés. D'accord? Au gré, soit des cours d'eau, au gré des disettes, au gré de beaucoup de choses. Nos plantations villageoises se déplacent. D'accord? Les populations en général font de l'agriculture itinérante sur brûlis. Les exploitations forestières se déplacent sur le territoire également. D'accord? Et la gestion des équipements collectifs, quand l'État décide d'aller planter un hôpital, une école, etc., ça aussi c'est mouvant sur le territoire national. Donc, il y a une compétition sur le même espace. Et c'est vrai, la loi est appelée à protéger d'abord les populations. C'est pour cela que je vous disais, il n'y a pas d'autre loi que le code forestier et le code de l'environnement qui protègent le droit des populations à accéder aux ressources. Le code forestier parle des droits d'usage coutumier. Le code de l'environnement, le code des parcs nationaux, la loi sur les parcs nationaux parle de terroir villageois. C'est-à-dire que même à nous qui ne sommes que des protecteurs de l'environnement, nous avons l'imposition de protéger la capacité des populations à accéder aux ressources. Encore une fois, je ne nie pas les problèmes. Accéder comment? Moi, c'est là, monsieur Tanangoy. Je comprends. Le corpus légal. Le corpus légal existe. Le code forestier est clair. Il est conçu par le législateur afin, entre autres, et essentiellement de protéger les populations. Le code de l'environnement, pareil. On parlait tout à l'heure de la loi sur les parcs nationaux, la loi 003 de 2007, en son article 4 précisément, régissait un certain nombre une norme territoriale en matière de compétences vitales, de compétences sociétales. La société faunique, la société humaine. Alors, le problème, c'est que dans l'applicabilité de ces lois, il n'y a que la coexistence. Les conflits humains-faune ne font que monter de manière exponentielle. On a l'impression, c'est l'impression, que la priorité n'est plus aux populations. La priorité, elle est d'abord à cette espèce qui ne peut pas se défendre, mais qui est en train de disparaître. C'est l'impression. C'est même pas une impression, c'est une vérité. Donc vous dites que c'est un constat. C'est un constat. Et il est avéré, quelles que soient les statistiques que vous détenez, mais je pense que nous tenons aussi des statistiques qui vont démontrer du contraire. Je suis de la LOPE. Quel est le dispositif légal qui fait que lorsque un buffle femelle met bas dans une rivière où ma tante à moi va puiser de l'eau, par le puits des hasards, et qu'elle se fait agresser par ce buffle alors qu'elle est dans un besoin vital d'aller puiser de l'eau pour ses besoins vitaux. Elle décède, il faut qu'on mène des enquêtes. Il faut que l'on puisse attendre que vous descendez sur le terrain et autres. Il y a un problème de cohabitation. Et donc, ce sont des cas que les villageois vivent tous les jours. Ça, c'est un cas d'agression.
Parce qu'il y a des cas, je disais tout à l'heure, de prédation. Oui, effectivement. Il y a des panthères, il y a des panthères, qui comme viennent, le cas de Mivoul tout récemment. qui viennent détruire tout un cheptel et autres. Oui. Bon, en fait, je comprends parfaitement tout le corpus légal qui a été mis en place et votre objectif qui est de pouvoir protéger les populations, protéger la faune, la flore, mais il y a, de mon point de vue, une espèce de ce que les méchants diront lacune, mais ce que les juristes appelleraient jurisprudence, entre la mise en œuvre de ce corpus légal qui me semble intéressant et la vie au quotidien des populations qui n'ont pas l'impression d'être suivies, protégées et encouragées. Je vais terminer par dire ceci. J'ai suivi il y a à peu près un an et demi le ministre Tchango qui passait pour le compte des eaux et forêts à l'Assemblée nationale. Il a expliqué pendant très longtemps, après une tournée à travers le Gabon, les dispositions que le gouvernement était en train de mettre en place pour protéger les plantations et autres. Et un des députés, en l'occurrence le président de l'Assemblée, lui avait dit, mais nous on est envoyés à l'Assemblée nationale par les populations, pas par les éléphants. On a été élus. Vous voyez que les populations nous le disent en permanence. Les populations nous le disent en permanence. Et dans les 3800 villages que nous avons ici, chacun des députés amène au moins une valise de récrimination dans ce sens. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà la problématique, c'est celle-là. Tout à fait. C'est pour dire, monsieur Tourou, c'est pour dire que c'est vrai, on va être un peu cru. Ce n'est pas qu'on fait en face la part belle. On est là, c'est pour édifier. C'est pour édifier et c'est éventuellement voir dans quelle mesure on pourrait avancer quelques petites solutions. Aujourd'hui, les populations villageoises sont prises en otage par les éléphants. Je veux le dire comme ça. Mais non. Non, c'est une image, comme l'image de tout à l'heure. C'est une image, on va en rester là. C'est une image. Mais pour dire, parce qu'on parlait tout à l'heure de mesures répressives, je me rappelle, j'ai le souvenir qu'en 2012 ou 2013, non 2012, nous avions travaillé ensemble, nous avons fait venir monsieur Mayombo Joseph, qui était votre adjoint, ou qui est toujours votre adjoint, du côté du canton Océan, pour un travail d'exposition. C'est-à-dire, de sensibilisation et d'éducation. Nous l'avons fait. Parce que nous sommes conscients que c'est important. Ne vous voyez pas comme si on ne sait pas que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait est important. C'est important. Si, dans le cas de la conservation, dans le cadre des politiques publiques mises en place, il n'y avait pas la dévastation de population, il n'y avait pas les agressions, personne ne ferait de procès à personne. Mais c'est ça qui pose problème. Et donc, au sortir de là, nous, ce qu'on veut, c'est-à-dire, je suppose que vous également, parce que c'est ce que nous faisons, c'est éventuellement trouver, aujourd'hui rassurer ces populations qui n'y croient plus en rien du tout. Maintenant, c'est vous les gestionnaires. Donc. Le cas de votre village sur lequel on a beaucoup travaillé, vous et nous, vous vous souvenez, c'est un cas qui est effectivement préoccupant parce que le village est à l'intérieur de la réserve. Tout à fait. D'accord? C'est un cas préoccupant, mais ce n'est pas le cas général. On est bien d'accord là-dessus. Le cas que M. Tonangoy relevait tout à l'heure, qui est le cas particulier du parc national de la Loupé. Le plus vieux parc national du Gabon, la plus vieille aire protégée du Gabon, qui existe depuis 1946, qui est aujourd'hui un site du patrimoine mondial de l'humanité. D'accord? C'est-à-dire que quand nous avons inscrit ce site au patrimoine mondial de l'humanité, l'UNESCO, qui recense et qui fait la gestion de ces sites, enfin la gestion est faite par les États, mais l'UNESCO contrôle la gestion de ces sites, nous a sorti une liste d'obligations des États vis-à-vis de ce qu'on appelle un site du patrimoine mondial. Cela signifie que, grossièrement, de génération en génération, d'année en année, de dizaine d'années en dizaine d'années, l'État doit veiller à ce que ce site reste de façon plus ou moins intacte. On ne peut pas empêcher le développement. Bien sûr. Et même la loi sur les parcs nationaux n'empêche pas le développement, si vous la regardez bien. Mais l'État doit veiller à ce que ce site du patrimoine mondial soit géré de façon à préserver l'essentiel des écosystèmes, à préserver la qualité des écosystèmes, à préserver la configuration du site. Et à l'Agence nationale des parcs nationaux,
nous prenons ce site comme un optimum de conservation pour l'ensemble des autres sites. C'est-à-dire que le niveau d'exigence que nous mettons pour la Lopé, nous mettons ce même niveau d'exigence pour les autres sites que nous gérons. Il n'est pas question pour la NPN de gérer très bien un site et d'essayer de gérer très mal les autres sites. Maintenant, bien entendu, il y a toujours des problèmes qui se posent. La population de Buffle à la Lopé, disons que dès que la nuit tombe, elle estime que c'est son territoire. Elle est dans le parc national. L'un des effets d'une bonne gestion d'un site, d'une aire protégée, l'un des effets, c'est que les animaux finissent par se sentir en sécurité. Et quand les animaux se sentent en sécurité, ils se reproduisent, ils circulent. Les animaux n'ont pas de feu rouge ni de feu vert, ils n'ont pas de passeport, ils traversent les frontières. Ils peuvent sans tuer visa. aussi, ils peuvent aussi tuer. Attendez, ça c'est des accidents. Ça, c'est des accidents. Un être humain, quand il tue, il y a une procédure pour le mettre à l'écart de la société. Et la procédure pour l'animal? Un animal, quand il tue, il y a aussi une procédure. On ne peut pas ne pas mener d'enquête. Vous imaginez qu'un buffle vienne malheureusement tuer un enfant, c'est arrivé, vienne charger un enfant et qu'on a tué des buffles C et D qui n'ont rien à voir avec cette affaire-là. Il faut forcément toujours mener une enquête. D'accord? Une enquête d'abord pour voir pourquoi c'est arrivé, comment mieux protéger les villageois, pas comment mieux protéger les animaux, ils sont déjà protégés dans le site. Le problème de la Lopé... C'est vraiment l'inverse, hein. On cherche maintenant à protéger les hommes contre les animaux. Non, écoutez, la loi nous l'impose. Le cas de la Lopé qu'il a soulevé, c'est que les villages sont à la lisière du parc. Les villages sont à la lisière du parc. Et d'ailleurs, pour faire la... C'est le parc qui est venu... Non, quand on a créé le village le parc... millénaire qui existait depuis longtemps. Il y a un grand site archéologique. Il y a une civilisation très ancienne qui Monsieur a vécu dans la Lopé. Il y a des vestiges archéologiques bien connus du monde entier. C'est la raison pour laquelle les Okandais, n'est-ce pas? Les Okandais sont là, on a découvert des traces depuis 400 000 ans. Merci. Alors, les Okandais sont là depuis ces 400 000 ans, et les buffles qui viennent maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ces populations? Non, les buffles sont là aussi depuis très longtemps. Je suis d'accord. Ne vous inquiétez pas pour ça. Quelles sont les preuves pour les buffles? Je proposerais. Attends, je vous dis d'abord ce qui est en train d'être fait. Ce qui est en train d'être fait, c'est que pour le site de la Lopé, c'est un cas particulier dans le Gabon. Je sais bien. La plupart des autres sites qui ont été créés en 2002, les autres parcs qui ont été créés en 2002 sont loin. La Lopé, sont loin des villages. La Lopé, c'est un site vraiment particulier. Il y a la route qui passe, il y a le train qui passe par là, il y a même un aérodrome, etc. Il y a tout ce qui fait en sorte que les villages, que les populations restent là. Et quand on a reconfiguré le parc en 2002, on a fait en sorte que ces villages soient dans des enclaves. D'accord? Donc on a retiré le parc des territoires villageois. Ça ne résout pas le problème. Je disais tout à l'heure que les animaux ne connaissent pas les frontières et tout ça. Et c'est un parc, c'est un site qui est tellement, pas très bien géré, mais c'est le site le mieux géré puisque c'est le plus vieux du Gabon. Donc les animaux se sentent relativement en sécurité. Il y a moins de pression. Et les hommes se sentent en danger. Et les hommes se sentent un peu plus en danger. Mais à la Lopé, il y a une sous-préfecture. La Lopé, il y a une ville. Alors moi, je fais oui, vous allez réagir. Bon, on va faire le tour de table. Pardon, non, les populations. Déjà, oui, nous sommes à 1 heure d'émission. J'étais en train de dire qu'il faut... C'est là où, justement, face à ces incongruités, face à ce que j'appelle lacunes, si je suis méchant, ou à ces jurisprudences non joignables, alors c'est à l'État, au gouvernement précisément, de prendre ses responsabilités. Lorsqu'en 1948, l'administrateur Ponsaye, qui gouvernait la région de Logoué-Lolo, Logoué-Vindo, avait constaté que les populations qui étaient enclavées entre Lastouville et l'embouchure de Livindo étaient complètement enclavées. Elles n'avaient qu'une seule voie de communication, le Goué. Toutes ces populations, sur la rive gauche et la rive droite, étaient économiquement dépourvues, coupées du monde, coupées du pays, coupées de tout essor de développement. Économiquement, l'administration coloniale était en train de construire la route qui partait de la Lara vers Makoko. Et alors, décision forte a été prise par ceux qui dirigeaient le pays à l'époque pour déménager toutes ces populations enclavées et qui sont venues être installées, ça a nécessité des moyens, de la logistique, des mesures d'accompagnement, et sont venus peupler le tronçon qui part de la Lara jusqu'à Kmameyon. Les noms de ces villages, d'ailleurs,
qui s'appellent la Lara, Djidji, Lolo, ne sont que des affluents de la rive gauche ou de la rive droite entre Lastouville et... Donc c'est une mesure importante. Aujourd'hui, par rapport à la Lopé, quelles sont les mesures courageuses que l'on prend? Je n'ai pas dit qu'il faut aller dans ce sens, mais j'ai dit qu'il faut faire quelque chose. Je vous laisse prendre la parole à la dernière. Vous allez conclure, oui, effectivement. Je voudrais simplement conclure par dire qu'il y a un corpus légal qui est là. Il y a un conflit avéré humain-faune qui est là. Aujourd'hui, la faune attaque les populations dans tous les sens, à ce degré. La population aussi attaque de manière, sous le biais du braconnage, des stratégies de velléité, d'exploitation des ressources minières, toute cette faune et cette flore qu'il faut protéger. Donc il y a un juste milieu qu'il faut trouver. De mon point de vue, il y a une décadence entre les lois que nous avons prises et les mesures d'accompagnement qui doivent faire en sorte que vous, qui devez préserver les écosystèmes, puissiez non seulement le préserver, mais que l'État, qui s'est engagé de préserver les citoyens de tout dommage, le fasse de manière effective, parce que les citoyens aujourd'hui... D'accord. Monsieur Pambo, vous allez donc... Oui, je vais conclure juste pour dire également que dans le cadre des créations des terroirs et villageois, nous avons mené la procédure de création, suivi les normes et les spécifications qu'il faut pour, et jusqu'aujourd'hui, ça fait 1 an. J'ai dû repasser chez vous 2 ou 3 fois pour relancer ce dossier est resté comme ça, qu'à cela ne tienne. Ce que nous voulons, ce que nous souhaitons, c'est que puisqu'on est en face des parcs nationaux et que les eaux et forêts ne sont pas là, c'est que les éléments normatifs, les éléments, la loi, puisque de toute façon, tout est dedans. Dans la loi créant les parcs nationaux, tout est dedans. Simplement que la loi soit appliquée. À partir de cet instant, si les éléments que vous avez sur le terrain et les décisions qui viennent de là-haut, c'est-à-dire de l'agence et donc de vous, sont mis dans un cadre, le cadre qui a été prévu par le législateur, je pense qu'on aura de moins en moins. Les autres décisions, après, ce sont les gouvernants. Ce n'est pas nous qui allons décider des battus ou qui allons décider de ça, j'en sais trop rien, mais je ne le pense pas. Mais au moins, dans un premier temps, que l'agence commence véritablement à mettre, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est tout ange, tout démon. Ce n'est pas possible. Donc déjà mettre les garde-fous nécessaires, mais les garde-fous, c'est la loi. D'accord. Alors, Monsieur Ntougou, pour le compte de l'administration, vous allez donc conclure cette émission. Merci de nous avoir invités, même si mes collègues en face ont été très âpres à tenter d'en finir avec de démolir l'administration. Ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, il ne peut pas être conçu au Gabon que la loi, et vous venez de le dire vous-même, que la loi aille à l'encontre des populations. Ce n'est pas possible. Ce sont les députés, ce sont les parlementaires, les élus du peuple qui font cette loi-là. Ce sont les élus du peuple qui constatent aussi les dégâts que font les éléphants. Exact. Ce sont les élus du peuple qui ont aussi la possibilité de modifier ces lois-là. Nous, on les applique. D'accord? Le problème ne doit pas venir de l'application. Le problème doit venir de l'élu du peuple qui constate que cette loi n'est pas adaptée. Nous l'appliquons. Et vous avez bien fait justement, vous avez été juste quand vous avez dit tout à l'heure, que la loi sur les parcs nationaux, elle contient tout. Bien entendu, comme les autres codes, comme le code forestier, comme le code de l'environnement, et comme le code des pêches et de l'aquaculture. C'est-à-dire qu'il y a les principes de conservation, parce que c'est des principes qui sont fondamentaux, et c'est des principes que l'État met en avant pour protéger ses ressources. Ce sont nos ressources. Les animaux, là, ce sont les nôtres. Ce sont nos ressources à nous. Les arbres, les animaux, etc., les écosystèmes, c'est notre affaire, d'une part. Et d'autre part, il y a des principes de développement dans la loi aussi et de protection des populations. Je ne pense pas aujourd'hui que nous soyons sur le mauvais chemin, Monsieur Ntengui. Je pense que l'État se bat, n'est-ce pas, avec les moyens qu'il a, pour faire en sorte que, à la fois, il protège ses ressources, et à la fois, il protège, qu'il permette à ces populations de se développer. Vous êtes en train de nous reprocher, en définitive, de bien faire notre travail. On ne va pas relancer le débat, parce que nous sommes pratiquement au terme de l'émission. Et j'aimerais vraiment, qu'il y ait peut-être une deuxième partie à ce débat, mais j'aimerais que ce type de débat
qui éclaire donc les populations, que ce type de débat se poursuive, parce que ça nous permet, dans l'échange, de dire exactement comment les choses sont. D'accord, et dans un échange purement contradictoire. Donc, Monsieur Omer Ntougou, secrétaire exécutif adjoint de l'Agence nationale des parcs nationaux, vous nous avez fait l'honneur de répondre par votre présence à cette émission. Nous vous remercions. Et nous avons malheureusement constaté que le représentant du ministère des Eaux et Forêts, et je tiens à signaler que Monsieur le secrétaire général a fait son travail, parce que devant nous, il a instruit, je crois, un émissaire du ministère des Eaux et Forêts qui devait être là, ou plutôt les responsables l'ont fait. Malheureusement, on aurait vraiment voulu avoir les éclairages du ministère des Eaux et Forêts sur la question, parce que notre devoir dans Agora, c'est vrai, c'est un regard croisé, mais il est aussi question d'informer, d'instruire les populations par ce débat contradictoire. Monsieur Philippe Tonangoy, vous êtes ingénieur en chef du corps des mines et du pétrole, ingénieur expert, consultant international. Vous nous faites l'honneur pour la première fois de venir à cette émission. Nous vous en savons gré et dorénavant, vous serez le bienvenu dans le cadre de cette émission à connotation contradictoire. Monsieur Pambo Claude Landry, autant pour moi, secrétaire général de la coopérative SECO, coopérative Enungwani, qui du nom, enfin, Mienné pour dire l'entraide, hein, soyons ensemble, donc du canton Océan, c'est dans le département de Benjé, je l'ai dit. Vous êtes parti de Port-Gentil pour venir nous faire l'honneur de nous apporter vos éclairages eu égard aux préoccupations des populations. Merci beaucoup et on espère bien que... C'est moi qui vous remercie. Vous serez encore le bienvenu ici. Mesdames, Messieurs, donc nous avons parlé autour des aires protégées, notamment donc les parcs nationaux. Est-ce que c'est un frein au développement agricole, entre parenthèses, sinon social? C'est ce qu'on a tenté de voir de façon transversale et contradictoire dans ce cas de cette émission. Au revoir et à bientôt.